Bonsoir tout le monde. Je voulais qu'on échange ce soir avec Fatima Wassak, penseuse, écrivaine, militante, antiraciste, féministe, écologiste, vers laquelle j'aime toujours me tourner en temps de crise. J'avais très envie qu'on échange avec elle, donc je vais tout de suite aller la chercher. Parti, je pense que Fatima va arriver. Bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux et nombreuses, ça me fait trop plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous. J'espère que le moral est bon. Salut Fatima. Salut Lorraine, ça va? Ça va? Et toi? Oui, Comment ça va? ça va. Bon, on garde le C'est moral. ça, autant que possible. Ouais, c'est un peu un jour sur deux, moi, en ce moment. Moi, c'est 1 heure sur 2, 1 minute sur 2. Bon, Fatima, t'es notamment t'es une autrice avec laquelle j'ai beaucoup échangé. On a adoré tes livres, notamment La puissance des mères. Tu es aussi la cofondatrice du Front de mer, qui est un collectif antiraciste, féministe, écologiste qui agit dans les quartiers populaires. Et je voulais savoir pour toi, aujourd'hui, alors qu'on est à 9 jours du premier tour des législatives, quelle est l'urgence? Ah, bah, l'urgence, c'est de faire de la politique. C'est de refaire de la politique, d'avoir envie de faire de la politique, d'avoir envie d'en être, de participer, de débattre, d'exiger, de critiquer, de collaborer, de, ouais, de vraiment de faire de la politique. On est dans une ambiance là, mais c'est normal, c'est toute la sidération et la panique provoquée par l'annonce, enfin par les résultats déjà du RN, spectaculairement haut, mais surtout par la dissolution. Et ce qu'on envisageait comme étant un risque de basculement, bon, on disait 2027, donc on avait encore un petit peu de temps, c'est-à-dire que tu vois, c'est 3 ans et on pensait déjà urgence. Alors évidemment, Macron qui nous annonce que finalement, c'est pas 3 ans, c'est moins de 3 semaines. Évidemment, ça nous met en état comme ça de torpeur. Et... Mais voilà, depuis, je pense que depuis la semaine dernière, on s'en est à peu près remis de cette sidération. Et là maintenant, c'est voilà, il s'agit oui, oui, de se dire en fait, peut-être que si on en est là, c'est aussi parce qu'on a déserté l'espace politique, on a déserté l'espace de débat, on a comme ça, sous prétexte justement de risque d'avènement de l'extrême droite au pouvoir, on a comme ça délaissé au fur et à mesure en fait notre capacité de changer la donne et on a délégué en fait avec bon voilà en mettant un petit peu tous nos œufs dans le panier des partis politiques et ça a été une erreur et c'est encore une erreur, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, même si on n'a pas beaucoup de temps, notamment d'ici la semaine prochaine et d'ici le 7 juillet, il y a encore du temps pour faire de la politique, voilà, pour dire ce qu'on veut, en fait, ce qu'on veut pas, pour se mettre d'accord, et pour ne pas mettre tous nos œufs dans le panier des partis politiques. On a des œufs à gagner, à garder. Et on a des choses à faire, nous, ensemble, dans la société civile, dans les espaces autonomes, dans l'espace féministe, dans l'espace antiraciste, dans l'écologie, les syndicats. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on est en capacité encore de faire. Pour moi, c'est Ouais, ça. cet ancrage local, c'est quelque chose que tu as beaucoup prôné dans tes livres. Moi, je sais qu'une des grandes leçons que j'ai tirées des lectures que j'ai faites de ton travail, c'est qu'on peut agir au niveau de l'école de nos enfants, au niveau de notre quartier, au niveau de notre municipalité. C'est vraiment cet ancrage local, pour toi, il est hyper important. Après, il y a aussi la question là, mardi soir, à la Flèche d'Or, il y a eu une réunion qui s'est tenue pour un front antiraciste auquel participait Front de Mer avec d'autres Mhm. collectifs, notamment des collectifs contre les violences policières, par exemple. Euh, c'est quoi l'enjeu, en fait? Pourquoi c'est important que ce front antiraciste, que ces voix s'élèvent à un moment où tout le monde a l'air de dire, allez, on s'engueulera plus tard, la gauche doit rester unie? Mais déjà, ce discours-là que tu viens de rappeler, nous, on l'entend depuis des années. Et alors, nous, immigrés, descendants de l'immigration, on l'entend depuis des décennies. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait
d'évacuer la question raciale et la question coloniale, de considérer que ce n'est jamais une question importante, une question centrale, à l'occasion, en fait, d'échéances lors desquelles cette question raciale et cette question coloniale se posent de toute façon, qu'on le veuille ou non. Notamment, par exemple, là, avec le RN, là, on nous dit, alors vraiment, s'il y a bien un moment où on ne peut pas poser la question, c'est bien ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, on se fait avoir, en fait, que ce soit sur le temps long, où on a le temps de discuter, de réfléchir, de poser les choses, ou sur le temps urgent, où on nous dit non, non, vous allez, voilà, cette question-là, forcément, elle va diviser, et donc on n'est pas là pour diviser, on est là pour le consensus, etc. Donc, vraiment, il y a, je crois, en ce moment, à un moment où on arrive à une forme de maturité politique des personnes qui habitent dans les quartiers populaires, des militants et militantes antiracistes, des militants et militantes des quartiers populaires, pour dire, voilà, on ne se fera pas avoir, en fait, cette histoire de barrage et de castor, ça fait 40 ans que ça dure. Force est de constater que ça a échoué, puisque l'extrême droite n'a jamais été aussi haut. Tu vois, donc on peut aussi dire à ceux qui nous disent barrage, 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 en fait, ça n'a pas marché votre barrage. La preuve, c'est que le Rassemblement national, pour le moins, va doubler le nombre de ses députés. Donc même si le RN perd le 7 juillet, en réalité, il gagne un peu. En réalité, parce que c'est beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses, c'est une plus grande visibilité médiatique, culturelle, politique, etc. Et donc, il y a un moment où, oui, je crois qu'aujourd'hui, on est capable, et c'est même une exigence, en fait, plus qu'une capacité, on exige de voir poser au cœur du débat politique de gauche la question raciale et la question coloniale, comme l'extrême droite pose au cœur de son débat politique la question raciale et la question coloniale. Pour dire, voilà, nous, alors, voter, oui, de toute façon, il y a pas 36 000 solutions. Je veux dire, voilà, moi je ne défends pas du tout une ligne anti-électoraliste qui consiste à dire le voter, ça ne sert à rien, etc. Ça, c'est vraiment absurde dans ce moment qu'on vit. En fait, moi, je pense qu'il y a vraiment, vraiment risque de basculement. Moi, je considère que le RN, c'est pas le macronisme, par exemple. Voilà. Avec le RN, on sort de l'état de droit. Il y a vraiment quelque chose de spécifique. Et moi, je pense qu'on n'est pas prêt pour le fascisme, en fait. On pense que ça va se faire comme ça en douceur, que bon, ce qu'a fait Macron, Le Pen va le faire, une sorte d'alternance comme ça entre droite et puis extrême droite, mais vraiment dans la continuité. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de continuité. On va vraiment être choqué le 8 juillet si le RN prend le pouvoir. On va se réveiller vraiment avec une gueule de bois. Donc, il y a vraiment un enjeu. Donc, la question du vote, pour moi, elle se pose à peine, en fait. Il ne faut pas ni sacraliser, ni diaboliser. Je veux dire, aller voter, ça prend 5 minutes. C'est pas... Voilà. Mais la maturité politique, c'est de dire, de toute façon, ça ne suffit pas. Voter, de toute façon, ça ne suffit pas, puisque, je l'ai dit entre deux virgules tout à l'heure, le RN ne disparaît pas le 8 juillet. Même si le RN ne gagne pas Matignon, le RN ne disparaît pas le 8 juillet, c'est-à-dire qu'il se renforce encore pour préparer la suite, une éventuelle dissolution encore l'année prochaine, ou alors 2027 pour les présidentielles. Et il y a 2026 entre-temps avec les municipales. Et donc, de toute façon, ce front antiraciste, ce front internationaliste, cette alliance aussi entre féminisme, antiracisme, écologie, en fait, en réalité, qu'on construit depuis, tu y participes aussi, enfin, on est un certain nombre à participer à ce front commun, en fait. Ça, c'est vraiment urgent de le renforcer. Et donc, c'est ce qui a été dit à la Flèche d'Or, et effectivement, le Front de Mer, mais aussi l'Assemblée des quartiers. Et ça, c'est une organisation, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à regarder un petit peu de plus près cette organisation qui est autonome et qui pose cette exigence d'exister politiquement pour les quartiers populaires. Et puis effectivement d'autres organisations encore. Voilà, il s'est passé ça. On a organisé nous, Front de Mer un temps au point éphémère quelques jours auparavant pour dire voilà, on n'est pas des rabatteurs, on n'est pas des cartes électorales sur pattes. On veut faire de la politique, on veut être critique. On veut être critique de la gauche. C'est pas parce que à un moment donné on n'aura pas le choix que de voter pour qu'on doit voilà par pudeur ou pour ménager en fait les susceptibilités. Non, c'est très possible en fait et de voter pour un camp. Bon, quand on n'a pas le choix, et d'être critique, d'avoir des exigences, de farfouiller dans le programme, de farfouiller dans les candidatures. Moi, j'ai parlé de trombinoscope. J'avais dit, voilà, on va faire un trombinoscope et puis on va barrer. Tu vois, il y a toute la campagne
qui a été menée contre la candidature d'Adrien Quatennens, mais en réalité, il y a, voilà, pourquoi pas François Hollande, voilà, qui incarne comme ça et la déchéance de la nationalité, enfin tous les débats identitaires en fait, et puis des politiques comme ça islamophobes, des politiques racistes qui ont été menées avec Valls comme Premier ministre. Bon, voilà, c'est possible en fait de dire ça. C'est possible de dire on lit pas, et si on n'oublie pas, c'est pas simplement c'est pas du tout d'ailleurs par rancœur, c'est vraiment par stratégie politique. On avancera que critique. Et cette critique, elle est constructive dans le sens où, voilà, on fera pas les mêmes erreurs. Et puis voilà, et puis ce front dont je parlais tout à l'heure, hein, vraiment cette alliance des luttes, moi je vois bien à quel point voilà, ça fonctionne, et à quel point on a quand même marqué des points. Il y a une hypothèse aussi, hein, que peut-être qu'on a marqué tellement de points qu'en fait ça a provoqué aussi ce qu'on appelle la réaction. L'extrême droite, c'est aussi le camp réactionnaire. Et peut-être que c'est parce qu'on a été tellement, tellement glorieux et glorieuse sur ce front que voilà, qu'il y a une sorte de backlash, et peut-être qu'il y a de ça. Mais en tout cas, on n'est pas démunis, on n'est pas si faible que ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, en fait, la mise à l'écart des quartiers populaires et des militants antiracistes dans cette campagne, elle me semble en plus complètement aberrante pour deux raisons. Là, tout à l'heure, j'allais lire sur le Bondi Blog, il y a cette espèce d'imaginaire, par exemple, que les quartiers populaires seraient démobilisés, que l'abstention serait plus forte. C'est faux. Il y a une mobilisation hyper forte aux européennes. Il y a eu plus 9%, je crois, de participation dans les quartiers populaires aux élections européennes. On était à 55%, je crois, en Seine-Saint-Denis. Et en plus, sans les quartiers populaires, le résultat serait encore pire. C'est-à-dire qu'on sait qu'aux législatives, par exemple, pour civiles et présidentielles, sans les quartiers populaires, on aurait eu une droite et une extrême droite encore plus fortes. Ce barrage, en fait, il a beau être critiqué, il est fait. Les gens font le job. Ça, c'est la première raison qui fait que ces électeurs ont un poids fondamental et qu'il faut absolument tenir compte. Et puis, il y a aussi ce que tu viens d'évoquer, et moi, ce qui me glace le sang, et tu le dis dans tes posts, enfin, c'est facile quand on est une personne blanche de dire voilà, je suis effarée, c'est horrible, etc. Mais quand on est en train de véritablement de parler du quotidien des enfants, de nos enfants, du risque de voir les violences policières s'accentuer contre nos frères, nos sœurs, nos cousins, et de voir aussi des lois venir affecter notre quotidien, c'est un vécu encore plus émotionnel, enfin encore plus dans la chair, quoi. Comment tu, enfin c'est une question un peu absurde, mais comment tu vis ça, et comment arriver à transformer cette peur en quelque chose de politique? Déjà, oui, tu as raison de dire qu'en fait, le barrage, depuis les quartiers populaires, bon, il est fait. Donc vraiment, tu vois, au lendemain des résultats, là, le soir même, en réalité, même pas le lendemain, des résultats des européennes, tu avais un certain nombre de commentateurs, d'analystes, en fait, qui considéraient que ça n'avait pas assez voté dans les quartiers populaires, et qu'est-ce qu'ils foutent, ils comprennent pas que c'est pour eux tout ça, et le SMIC, et les retraites. Enfin, bon, il y avait ce discours très méprisant, condescendant. Donc oui, effectivement, c'est bien ce que tu rappelles là, cet article du Bondi Blog. Il y a aussi une enquête qui a été menée par l'association Get Up. Je ne sais pas si elle est déjà publiée. Enfin, moi, j'ai eu la chance de regarder un petit peu là en diagonale. Il y a aussi cette enquête-là qui montre en fait la mobilisation importante en termes de vote, de voix. Mais il ne faut pas réduire à ça. Parce que tu vois, moi, je vais plus loin, en fait, Lorraine. Moi, je dis qu'en fait, s'il n'y a pas les militants des quartiers populaires, s'il n'y a pas précisément les militants antiracistes, en fait, ce pays aurait déjà sombré depuis longtemps dans le fascisme. Tu vois, c'est ça qu'il faut dire, en fait. Nous, on n'est pas là, mais ce pays, il est dans l'obscurité depuis des siècles, en fait, vraiment. Enfin, j'exagère sur les siècles, je retire. Depuis au moins des années. On s'est battu, on continue à se battre malgré, d'ailleurs, ça je l'ai déjà dit, mais c'est une discipline pour moi que de le rappeler, malgré les coups de la gauche. Malgré la trahison et les coups de Trafalgar de la gauche. C'est-à-dire qu'on se lève le matin pour dire mais vraiment il y a un danger fasciste. Il y a du racisme dans ce pays. Alors nos enfants en sont victimes, mais le fascisme, tout le monde en sera victime d'une manière ou d'une autre à un moment donné.
nos libertés fondamentales reculent. Il y a toute cette idéologie sécuritaire qui envenime tout. Et t'as la gauche qui nous met des petits coups, voilà, de Trafalgar, en fait, et des croche-pattes, et des mains. Et on continue malgré tout à se lever le lendemain matin et à repartir à nouveau sur le front. Et, et ça, cette énergie-là, c'est pas juste d'aller voter, en fait. Ça, cette énergie, c'est la lutte, c'est le militantisme. Moi, vraiment, j'insiste pour dire que c'est pas rien et ça a contribué en réalité aujourd'hui à ce que l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir. Tu vois. Donc ça c'est la question du pouvoir politique, en fait, de ne pas être réduit dans les quartiers populaires à être simplement des cartes électorales ou des rabatteurs. Non, non, nous on a mené des luttes, on a mené des stratégies politiques, des réflexions, et les stratégies politiques, bah, ça a notamment consisté à cette histoire d'alliance des luttes. Souvent, l'alliance des luttes, elle part des quartiers populaires. On se dit depuis les quartiers populaires, ah là là, vraiment, on est dans la merde. Si on reste isolé, encore plus. Et donc, on va aller chercher les camarades qui sont dans tous les secteurs en lutte, les camarades féministes, les camarades écolos, les camarades antifa, les camarades anticapitalistes, etc., les camarades syndicalistes, pardon. Et donc, il y a ce travail-là, en fait, ce travail politique qui a été fait, qu'il ne faut pas négliger. Et alors, je le dis aussi, c'est aussi une discipline militante voilà, qu'à nouveau, en fait, je développe ici. C'est, en fait, ça fait d'autant plus mal au cœur de voir à gauche des personnes qui s'en prennent, qui s'attaquent aujourd'hui à l'heure de l'urgence, en fait, d'un front commun auquel allez, on pourrait croire comme ça, en disant, mais si, il faut ce nouveau front populaire, et de voir des leaders politiques, des leaders de partis politiques s'en prendre à des militants et militantes antiracistes, antifascistes et anticapitalistes, tu te dis, mais le culot quand même. Je veux dire, ces militants, ces militantes ne sont pas là. Tu vois, Amal Bentounsi n'est pas là, Adel Amara n'est pas là, Philippe Poutou n'est pas là, mais on aurait sombré déjà depuis longtemps. Ces gens-là sont beaucoup plus légitimes que vous. Tu vois. Donc voilà, je pense que c'est ça en fait qu'il faut dire. Laissez-nous exister en fait politiquement. On a l'habitude nous de lutter contre l'extrême droite. Nous on lutte vraiment contre l'extrême droite et depuis longtemps. On veut de la place pour le faire. On ne demande pas d'aide, hein, c'est pas la période SOS racisme. Nous, on veut pas de touche pas à mon pote, des trucs comme ça nous intéresse pas. Juste, on veut éviter les croche-pattes, les trahisons. On veut de la place, en fait. Juste pour... et encore une fois, nous, on est capable, en fait, de lutter contre l'extrême droite aussi, tu vois, politiquement, et pas simplement le jour J des élections dans l'urne, quoi. Donc, voilà, ça, je pense que c'est vraiment important de le dire pour la suite. Tu vois, ce que je dis là, c'est pas pour taper sur la gauche, comme on pourrait le croire. Tu vois, ah, ces gens-là sont aigris, ils sont dans la rancœur, etc. Pas du tout. Tu vois, moi c'est pas ça qui me rend triste ou en colère. Ou, voilà, moi, ce qui me rend triste, en colère, c'est de voir des gosses être assassinés. C'est ce qui se passe toujours à Gaza. Oui, ça peut susciter chez moi de la tristesse et de la colère. Le rapport que j'ai à la gauche, c'est pas de cet ordre-là. C'est simplement de dire, voilà, on prend en compte, en fait, ces analyses-là pour préparer la suite et pour être dans un rapport égalitaire et voilà, pour être dans quelque chose de constructif, pour réellement lutter et vaincre l'extrême droite. Vraiment, en fait, sans donner les moyens. Et surtout, il faut voir avec quelle violence aussi, quand on est militante antiraciste. Enfin, par exemple, il y a une des candidates du nouveau Front populaire que tu viens de citer, qui est Amal Bentoussi, qui a subi une campagne de diffamation absolument abominable, basée sur de la fake news, lancée par des candidats, enfin par des militants d'extrême droite, qu'on connaît par cœur, Fatima, enfin, surtout toi. C'est des pratiques qui sont enfin, qui tournent depuis 10 ans. Voilà, dès qu'il y a une voix antiraciste qui s'élève, on va aller la diffamer, inventer des propos qui n'ont pas été tenus, lancer des raids de cyberharcèlement contre elle, obliger des personnes de son camp à s'exprimer contre elle alors qu'ils n'ont même pas les faits. Enfin, c'est aussi ce travail de militantisme que vous faites depuis des années. Il est aussi fait dans une adversité absolument dévastatrice. Quoi. Personne ne fait de la politique avec autant d'adversité en face. Je rappelle d'ailleurs qu'Amal Bentoussi, c'est la sœur
d'une victime de violence policière, Amine Bentoussi. Elle a créé le collectif Urgence, la police assassine en 2015, je crois. Et voilà, enfin, c'est une militante super aguerrie, elle est sur le terrain depuis tellement longtemps. Et je trouve ça hallucinant, en fait, de voir qu'elle n'ait pas pu se protéger. Ouais, qu'elle est. Bah, franchement, alors qu'elle soit pas protégée, voilà, c'est une militante. Ce sont des militants. Les gens qu'on vient de citer, ce sont des gens de terrain. Ils ont l'habitude, tu vois. Là, en l'occurrence, Amal Bentounsi, elle s'est quand même coltiner la police, tu vois, donc l'État français. Donc, tu vois, c'est pas une petite chose fragile. Euh, non, non, si on pouvait juste pendant une semaine les laisser tranquilles, en fait, depuis la gauche. Moi, c'est ça, en fait, que je pose. C'est parce que ce qui se passe, c'est que à l'occasion des fake news qu'elle a pu subir, il y a des leaders de gauche qui lui ont tapé dessus. Pour beaucoup par acheter. Ils n'ont pas dit non, non, mais là, stop. Cette personne est légitime. Elle est même plus légitime que nous. Tu vois, si vraiment ils étaient sincères, ils diraient cette personne, elle est encore plus légitime dans la lutte contre l'antiracisme, contre la lutte, pardon, contre le racisme et l'extrême droite. Elle devrait même être à la pointe de l'épée, de notre épée. Elle devrait être à notre avant-garde, tu vois. Mais par l'acheter, non, non, ils sont prêts à balancer sous le bus, en fait. Et parce qu'ils bégayent dès que l'extrême droite, dès que les macronistes, ces médias, en fait, aux ordres, aboient, ils sont prêts à vraiment à te balancer sous le bus, quoi. Et par peur. Et tu les vois, ils sont en sueur, ils bégayent. Enfin, je veux dire, ce n'est pas à la hauteur. Moi, je veux bien être interpellée sur ce nouveau Front populaire en disant, voilà, il faut qu'on soit unis. Oui, bien sûr qu'il faut l'être et on n'a pas le choix de toute façon. Mais il faut que les gens qui s'en revendiquent, en tout cas qui revendiquent être les leaders, on va dire, de ce nouveau Front populaire, il faut qu'ils soient à la hauteur aussi. Il faut que, parce que vraiment, l'heure est grave. Et que leurs petites histoires là alors j'ai dit l'acheter, mais en réalité il y a aussi des petites histoires de concurrence aussi. Hein. Moi je pense que ce qui se joue aussi en ce moment, alors évidemment il y a le nouveau Front populaire, macronisme et extrême droite, Rassemblement national et assimilé, on va dire. Ça c'est une chose et je pense que tout le monde l'a compris. Mais il y a aussi quelque chose qui se joue à gauche. Moi je pense qu'on est à un moment là, il ne faut pas passer à côté. C'est important de se poser la question de savoir quelle gauche pour vaincre l'extrême droite, quelle gauche pour résister à l'extrême droite. La gauche, elle n'est pas au singulier en réalité. Là, il se joue en fait des rapports de force où en fait clairement s'affrontent au-delà des personnes. Hein. Moi, je citerai même pas de nom, mais s'affrontent des gauches et notamment une gauche antiraciste, une gauche qui ne l'est pas et qu'on peut même qualifier de gauche coloniale. Et tu vois, alors on aurait pu penser que ces gauches, notamment la gauche coloniale, mettent de l'eau dans son coca en se disant non mais voilà, on va laisser les choses émerger. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi que les personnes les plus directement visées, dont tu parlais, hein, bah les parents qui ont des enfants non blancs, par exemple, et qui font grandir des enfants non blancs dans ce pays. Bon, il faut que ces personnes-là puissent s'organiser déjà politiquement, mais aussi être représentées. Parce que qui mieux que ces gens-là pour protéger leurs enfants? Nous, on ne pourra pas les protéger à leur place en réalité, on le sait. Donc, il faut quand même permettre et l'auto-organisation et la représentation. C'est-à-dire, on les a cités. Il y a aussi Sabrina Ali Ben Ali, par exemple, qui est à Bagnolet-Montreuil. Il y a d'autres personnes comme ça qui vraiment incarnent et représentent en fait les parents non blancs, les parents musulmans, les parents des quartiers populaires, les parents de classe ouvrière aussi. Bon. Et donc, non seulement on va les laisser donc s'auto-organiser, mais on va aussi les laisser voilà, être représentés correctement. Et alors, ce qui se passe, c'est que là où on pourrait croire, donc, ils laissent ces gens-là, ils nous laissent nous auto-organiser et être représentés correctement. En fait, au contraire, ils en profitent pour, je l'ai dit, pour balancer sous le bus, pour bon, accompagner les fake news, pour accompagner des représentations qu'on a déjà des personnes arabes, des personnes musulmanes. Par exemple, Amal Bentounsi, le procès qu'on lui a fait, c'est un procès en homophobie, je crois. Oui, c'est l'homophobie. Voilà. Et ça, c'est tellement simple, en fait, de dire que une femme arabe et musulmane est homophobe. Je veux dire, ça existe tellement déjà, et ça, c'est tout le travail aussi de SAP, hein, de l'extrême droite. Je veux dire, c'est tellement quelque chose qui est ancré aujourd'hui, qui est bien installé en France. Hein. L'extrême droite, c'est la première force politique de ce pays. C'est tellement bien installé qu'il suffit comme ça de suggérer
que cette femme arabe est homophobe et ça passe en fait. Et tu vois, et eux, du coup, moi je pense qu'il n'y a pas simplement de la lâcheté chez cette gauche coloniale. Il y a aussi, profitons de l'occasion là, pour se débarrasser en fait de ces gens qui émergent. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour commencer, il y a une maturité politique aujourd'hui qui fait que dans les quartiers populaires, les personnes non blanches, les personnes musulmanes, etc., ne veulent plus en fait qu'on vienne parler à leur place, ne veulent plus être simplement des rabatteurs et des cartes électorales sur pattes. Et ça, la gauche coloniale ne l'accepte pas. Et donc, elle fait mine d'être préoccupée uniquement par la lutte contre le Rassemblement national, là où en réalité, elle n'hésite pas à faire 2-3 croche-pattes sur les côtés et à en profiter pour se débarrasser, oui, de ces figures, en fait, de ces figures qui pourraient nous représenter notamment à l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais bien que ces gens nous représentent à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que ça aurait quand même un petit peu plus de gueule. Bon, là, j'ai cité du coup les personnes qui pourraient nous représenter. Sabrina Ali Ben Ali, Amal Bentounsi, Adel Amara, Philippe Poutou, le camarade de la jeune garde, j'ai oublié son nom, à Lyon, tu sais, Ah c'est Arnaud. oui, 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 Arnaud, je sais pas son nom non plus, je mais je vois, ouais. je crois que c'est Arnaud, son nom de famille. Voilà, ce camarade, moi, je trouve que ça aurait plus de gueule dans ce front et antiraciste et plus largement contre voilà, la réaction et l'extrême droite, un petit peu plus de gueule que cette gauche voilà, qui est là, bon, et on ne peut pas faire autrement, de toute façon, c'est une force politique majeure dans ce pays, mais qui doit laisser un petit peu de place. Raphaël Arnaud, Ah, merci Marie. Donc super. Raphaël Arnaud qui est ce militant antifasciste qui est donc fiché S comme énormément de Bah oui, militants en fait en France et évidemment dire fichier S, ça veut rien dire. Lui, ça pose justement, il ouais, mène une lutte contre l'extrême droite en réalité. Donc, c'est pas une ouais. fiche S qu'il faudrait lui attribuer, c'est une médaille en fait. Et, et donc, voilà. Et lui, bah, par exemple, voilà, lui, cette gauche coloniale ne laisse pas tranquille, ne laisse pas des gens comme ça nous représenter aussi. On a besoin de gens comme ça pour nous représenter, quoi. Donc, Bah, ouais, enfin, voilà, vous qui écoutez, enfin, je sais qu'on est suivi parce que moi, toute la journée, je reçois des messages aussi comment aider, comment faire, quoi faire. Voilà, bah, si vous êtes dans une circonscription où l'une de ces personnes se présente aux législatives, allez donner de la force. Là, il y a 9 jours où il y a des tracts à distribuer, il y a des coups de fil à passer, il y a des circonscriptions où ça peut se jouer à une dizaine de voix, à une centaine de voix près. Vraiment, enfin, aller convaincre 5-10 personnes de votre entourage d'ici une semaine, ça peut avoir un impact énorme. Donc n'hésitez pas, c'est facile de joindre les candidats. Il suffit d'aller sur Instagram, vous les retrouvez, vous leur envoyez un DM. À mon avis, toute personne bénévole et volontaire sera la bienvenue dans ces campagnes et c'est le moment de donner de la force. est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose bah, sur Bien sûr. cet appel qu'on peut faire comme ça aux personnes pour justement aider, donner de la force. Tu vois, j'étais il y a quelques jours du côté de Montpellier et là, on m'a raconté alors il y a là, je ne sais plus où exactement, mais une circo pivot, comme on dit, qui pourrait basculer, qui est à gauche là, qui est France Insoumise et qui pourrait basculer Rassemblement National. Et des appels ont été lancés. Donc, c'est passé comme ça par des canaux, par des réseaux, appels qui ont très bien fonctionné pour que des personnes qui vivent dans des circos qui sont déjà gagnés pour la gauche, en fait, viennent donner de la force dans ces circos pivots. Et alors, j'ai pu constater que ça avait marché. On m'a parlé de plusieurs dizaines de personnes qui venaient de régions parisiennes jusqu'à Montpellier pendant plusieurs jours quand même, voilà, mobiliser sac à dos et vraiment pour la cause, quoi. Donc, il y a vraiment là quelque chose, une beauté incroyable, une énergie incroyable. Et ça, c'est super, il faut le dire. Mais alors, il y a aussi ces circos-là dont je viens de parler, où on a de nouveaux profils, on va dire. Voilà, une Amal Bentounsi, c'est nouveau. Effectivement, tu l'as dit, une famille de victimes comme ça, une personne qui a mené une lutte contre l'extrême droite, contre les violences policières, les crimes policiers, qui a gagné son combat, puisque elle a, le criminel, le policier qui a abattu son petit frère a été condamné. De voir une personne comme à l'Assemblée, c'est quelque chose, il y aurait quelque chose là d'inédit. Bon, c'est un enjeu aussi. Je veux dire, c'est un enjeu d'aller du côté de Meaux, parce que voilà, elle est du côté de Meaux. Je ne sais pas quelle est la circo précise. Il faudrait aller, pareil, regarder un peu sur ses réseaux sociaux, mais je sais qu'elle est précisément à Meaux. Sur Bagnolet-Montreuil, moi je milite et je vis à Bagnolet-Montreuil. Il y a, alors c'est la gauche ici. Je veux dire, il n'y a pas de droite, il n'y a pas d'extrême droite. Voilà, c'est la gauche à plus de 80% sur la circo. Donc, ça restera à gauche. Mais il y a cette tension, ce rapport de force en réalité national qui se joue
vraiment de manière très forte et très symbolique à Bagnolet-Montreuil. Il y a cette médecin militante de terrain qui s'appelle Sabrina Ali Benali. Elle a besoin de force. Voilà, et en plus, voilà, pour la voir un petit peu circuler là sur les réseaux sociaux, je vois elle galère pas, mais elle a des enfants. Voilà, c'est une femme, c'est une maman, elle a les enfants qu'elle peut pas semer comme ça dans la forêt avant de militer et avant de faire campagne. Voilà, elle aurait besoin de soutien de la part des personnes qui sont dans des circos qui sont déjà gagnés pour la gauche, la gauche qu'on veut voir à l'Assemblée nationale. Il y a Adel Amara, c'est pareil. Alors, lui, c'est difficile, c'est pas sur une circo qui va tomber du ciel comme ça. Dans quelle mesure on est capable aussi d'aller lui donner de la force? Je l'ai oublié, mais il y a évidemment Ali Diawara qui est du côté de Bobigny. Lui, c'est pareil. Je veux dire, si Ali, on le voyait siéger à l'Assemblée, ça serait incroyable. Enfin, il faut pouvoir se projeter aussi, se dire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quelle gueule ça aurait cette Assemblée en fait nationale. Et dans quelle mesure il faut qu'on se projette sur des résistants. Voilà, les députés, en fait, qu'on va élire, il faut se dire, voilà, on est en train d'élire des résistants, des personnes qui vont devoir résister, soit à un rassemblement national qui est au pouvoir, parce qu'ils ont gagné l'élection et ils deviennent chefs du gouvernement, soit par un gros groupe, Rassemblement national, qui va pouvoir tranquillement préparer la prochaine élection et certainement, dans ce cas-là, la gagner. Et donc, vraiment, on n'a pas affaire juste à des députés, c'est vraiment des résistants. Et oui, et Ali, évidemment que c'est le résistant qu'on rêve de voir à l'Assemblée, quoi. Et donc voilà, c'est une sorte de petit appel pour dire n'oublions pas aussi les personnes racisées, les militants antiracistes, les militants des quartiers populaires. Quand on pense comme ça à ces circos pivots, en fait, c'est aussi à ces circos-là qu'il faut penser pour aller donner de la force. Ouais. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus parce que le système électoral français, il est assez complexe. Donc vraiment, je le redis, il faut bien comprendre que ces législatives, c'est pas comme les européennes. C'est pas une proportionnelle. On va pas compter combien il y a de voix pour la gauche, combien il y en a pour la droite. Dans chaque circonscription, il va y avoir un duel le 7 juillet entre les deux candidats qui seront arrivés en tête. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est super important d'aller voter le 30 juin, surtout si votre circonscription est un endroit où les rapports de force sont suffisamment proches pour que ça puisse basculer d'un côté ou de l'autre. C'est ça les circonscriptions pivots. Et je renvoie vers Caroline Dehaas qui a fait une carte où en fait vous pouvez aller cliquer sur la carte et elle a listé les 100 circos pivots. Elle a listé tous les candidats Front Populaire pour chaque circonscription avec leurs réseaux sociaux. Donc vraiment, ça peut paraître un peu waouh, par où on commence, comment on fait, mais en fait, voilà, c'est très concret. Vous pouvez aller trouver celle qui est la plus proche de chez vous et vous engager, ça peut vraiment faire la différence. Et je trouve ça aussi important et je trouve que tu es une de celles qui l'a, enfin voilà, en lisant sur les réseaux sociaux les choses que tu as publiées, tu parles de l'après. Et je pense qu'il y a aussi une erreur qu'on pourrait faire tous et toutes qui avons à cœur de faire gagner la gauche là, parce que c'est l'urgence, parce que c'est la panique, ou en tout cas de faire barrage au fascisme, c'est l'après. Tu parles de l'après. Tu parles du 8 juillet. Il faut aussi garder en tête que là, on est en train de constituer une assemblée qui va rester, si tout va bien, sauf s'il y a des crises politiques, et ça risque d'arriver quand même, pendant quelques temps à l'Assemblée. Pourquoi c'est important de se projeter dans l'après pour toi et comment tu le visualises cet après? Ah bah déjà parce que Emmanuel Macron nous a fait quand même un sacré sale coup quand même. Bon, il y a la dissolution, voilà, on s'y attendait pas. Nous, on avait, et je suis sûre que toi aussi, Lorraine, enfin, on est quand même un certain nombre à avoir jusqu'à la dissolution en tête une sorte de rétro-planning 2027. C'est comment on se prépare, comment on s'organise pour éviter le basculement 2027. Bon, déjà, il y a ce premier sale coup. Mais alors, l'autre sale coup, c'est que, alors moi, je ne me souviens pas l'été. Je me souviens pas. Alors moi, j'ai une devise, une sorte un truc qui revient chaque année, c'est d'être comme du beurre vers fin juin, comme par hasard, comme du beurre qu'on étale sur une tartine trop grande, tu vois. Et c'est tout mon amour pour Bilbon et Tolkien et, euh, et oui, parce qu'il y a une fatigue, et puis là, il y a eu quand même beaucoup de mobilisations, de manifestations pour la en soutien au peuple palestinien contre le génocide à Gaza. On se disait quand même, on va garder de l'énergie, évidemment, pour le peuple palestinien, pour le peuple kanak. Donc, il y avait cette énergie-là qu'on gardait, mais il y a une fatigue
évidente, tu vois, et le besoin de souffler un petit peu, de reprendre un petit peu de force. Là, le 7 juillet, il faudra prendre des vitamines. Je veux dire, il faudra. Tu dis, mais comment on va faire le 7 juillet? Moi, c'est ça qui m'inquiète aussi. C'est est-ce que vraiment, le 7 juillet, si le RN passe, et que de toute façon, le RN est très très haut, en fait, voilà, dans quelle mesure on va être capable de dire notre colère, de dire notre refus, en fait, de voir des fascistes gouverner, et pas attendre comme ça la rentrée scolaire, quoi. Se dire non, non, c'est tout de suite. Mais dans quelle mesure on va en être capable? Moi, c'est ça que j'ai du mal, en fait, à. Tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'un jour sur deux, en fait, voilà, l'humeur était changeante, un jour sur deux. Et moi, je te disais, bah, en fait, c'est vraiment une heure sur deux, une minute sur deux. Alors, tu vois, voilà, tu vas parler à des personnes qui vont te dire non, mais on lâchera pas l'affaire le 8 juillet, on sera au taquet, tu vas. Et en fait, tu vas parler à d'autres personnes qui vont te parler de leurs vacances, qui vont dire qu'elles sont crevées, qu'elles ont déjà prévu de partir à l'étranger ou en Bretagne. Et tu te dis, mais en fait, ça se trouve, le RN passe et il ne se passera rien, en fait, le 7 au soir et le 8 juillet. Et on va se retrouver comme ça avec un truc endormi, en fait. Parce que s'il ne se passe rien le 7 au soir et le 8 juillet, il ne se passera rien les mois d'après, il ne faut pas rêver, en fait. Et donc, c'est tout de suite. C'est tout de suite qu'il faut faire une démonstration de force. C'est tout de suite qu'il faut montrer nos muscles pour dire, non mais voilà, peut-être qu'on a perdu cette petite bataille-là, mais la guerre n'est pas perdue et vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça, voilà, dans quelle mesure on, on va pouvoir voilà, le montrer, le démontrer. Pour moi, une des conditions, c'est d'en parler dès maintenant, en fait. C'est de se préparer les vitamines. Tu vois, se dire non, non, là, en fait, l'échéance ultime, c'est pas le 7 juillet. C'est pas l'échéance ultime comme on peut nous le faire croire. Allez voter. Allez voter le 30 juin, allez voter le 7 juillet et vous allez voir, on va gagner et c'est bon. Non, non, on va voter le 30 juin, le 7 juillet et en fait, voilà, à partir du 7 et du 8, voilà, il y a à se mobiliser et il y a à faire des choses et il y a à réfléchir à des stratégies et il y a à réfléchir à la grève, dans quelle mesure, voilà. Et tout ça, il faut le faire dès maintenant, quoi. Et malheureusement, on le fait peu, on le fait trop peu. Encore une fois, il y a un contexte, hein, c'est l'été, c'est la fatigue, enfin, voilà, je suis pas du tout en train de nous culpabiliser je dis simplement qu'il y a des conditions quand même qui sont pas aidantes, qui facilitent pas les choses. Voilà, dans quelle mesure on les prend en considération pour dès maintenant en fait se dire oui mais il faut un minimum. Il faut le minimum syndical le 7 et le 8 si le Rassemblement national gagne. Et dans tous les cas, même, voilà, puisque le Rassemblement national va être élevé, voilà, parce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a des circos qui sont gagnés pour le RN. C'est pas en une semaine qu'on va retourner une circo, en fait. Et voilà, on va la faire passer à gauche. On n'arrivera même pas à la faire passer, même pour Macron, en fait. Il y a des circos qui sont déjà pour le RN. Donc, on sait déjà que le RN va être haut. Et donc, voilà, il faut préparer ça. On se prépare pour la suite. Et puis comme tu l'as dit, tu as fait un post en disant les fachos prennent trop la confiance. Et c'était formulé d'une façon très bonne punchline. Mais en même temps, c'est réel. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs articles, vidéos qui ont circulé où on voit qu'il y a vraiment un relâchement complet de la parole raciste dans l'espace public, des actes racistes. Enfin, il y a une espèce oui, de prise de confiance quoi, de cette parole fasciste dans l'espace public et médiatique. On va même pas parler de Bolloré, d'Europe 1, etc. Mais voilà, on sait. Et ça, il va falloir aussi continuer à lutter parce que de toute manière, ça, c'est là pour rester. Quel que soit le résultat du 7 juillet, cette espèce de parole raciste décomplexée, il va falloir continuer à se mobiliser contre et à lutter contre à l'avenir jusqu'à l'échéance de 2027. Ouais, parce que tu dis prise de confiance, effectivement, de la part des fachos. Donc, c'est vrai qu'ils ont une confiance incroyable. Tu vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, eux aussi, hein, quand ils organisent leurs petites manifs, quand ils sont dans leur bar, là, du côté de Lyon, etc. Tu vois que quand même, non seulement ils sont chez eux ici, mais ils prennent toute la place, quoi. Et ils sont menaçants. Et vraiment, tout à l'heure, tu disais, il y a des personnes qui vont être vraiment touchées dans leur chair et victimes dans leur chair. Moi, je pense ça va tous et toutes nous faire vraiment, vraiment bizarre d'être gérés par ces gens-là, en fait. Tu vois, y compris les personnes qui ont des enfants blancs.
Bon, ce sont des enfants blancs de classe moyenne, bon, qui fréquentent de bonnes écoles. Mais vraiment, je me mets à la place, moi, des parents de ces enfants-là. Dans quelle mesure ces enfants vont pouvoir aller à l'école bon, le cœur vaillant, pour apprendre des choses, pour s'ouvrir au monde, pour être curieux, pour être sous gouvernement fasciste, en fait. Mais c'est nul, en fait. Je veux dire, tu étouffes tes enfants, même s'ils sont blancs, plutôt dans un confort, etc. Mais je veux dire, c'est ça le fascisme aussi. C'est étouffer les gosses, en fait. C'est refermer leur horizon. Qu'ils profitent ou pas économiquement ou socialement de la chose, de toute façon, c'est une ambiance ouais, et délétère et mortifère. Et bon, c'est ça le fascisme, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Personne ne gagne, en réalité, sous système, sous gouvernement fasciste. Donc, il y a ça, effectivement. Il y a ces gens-là voilà, qui prennent toute la place et qui ont confiance comme ça c'est vrai. Mais il y a aussi nous, en fait, qui n'avons pas assez confiance. Il y a ça. Il y a ça aussi qu'il faut dire. On se contente de dire allez voter, allez voter. D'ailleurs, ça saoule tout le monde, ça faut le dire. En fait, le fait de répéter comme ça sur des réseaux sociaux, où c'est quand même relativement fermé, je veux dire, on est plutôt dans des bulles où on est à peu près tous d'accord. C'est comme ça que ça marche. Instagram, Twitter, c'est relativement fermé. Donc, en réalité, ça ne sert pas à grand-chose de répéter toujours, ouais, il faut voter, il faut voter, il faut voter. Bon, il n'y a pas grand risque, en fait, que parmi nous, il y ait comme ça des personnes qui ne sont pas raccord avec ce qu'on peut penser, voilà, majoritairement les uns les unes et les autres. Mais c'est surtout que les personnes qui ne vont pas voter, quand tu ne parles pas politique, quand il n'y a pas cet horizon réjouissant, en fait, tu y crois, tu te dis, bah là, je vais y aller, et ça ne sera pas comme les fois précédentes. Je vais y aller, le cœur léger, parce que vraiment, il y a quelque chose de très positif qui nous attend derrière. Et il y a quelque chose où vraiment, c'est de l'ordre de la joie, une certaine forme de fierté aussi. La fierté d'être de gauche, la fierté d'être féministe, d'être antiraciste, et de se battre contre le Rassemblement national. Bon, s'il n'y a pas ça, de dire aux gens qui ne voient pas ça, qui sont dégoûtés, parce qu'encore une fois, barrage, ça fait 40 ans, qui sont dégoûtés. Et même pour les plus jeunes, en fait, les plus jeunes d'entre nous, en fait, ils n'ont connu que barrage. Tu vois, il n'y a même pas eu ce temps un petit peu où on y croyait, il y avait des alternatives, voilà. Eux, ils n'ont connu que le truc complètement bouché et barrage. Le fait de leur dire à ces gens-là, faut aller voter, attention, faut aller voter, moi, je pense que c'est presque contre-productif, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça produit, en fait, ce sentiment d'être utilisé à nouveau, de servir de chair à canon, en fait. Et donc, il faut accompagner ça plus que d'une confiance, il faut vraiment l'accompagner d'une fierté. On est fiers d'être de gauche, en fait. On a quelque chose à proposer. Et oui, dans ce qu'on a à proposer, oui, il y a l'antiracisme. Oui, il faut l'assumer. Ça marche pas, le truc où on noie l'antiracisme dans l'eau du bain. Je me souviens plus, là j'ai fait un medley de deux Mais c'est pas mal. poissons, en fait, par antispécisme. Et en fait, je me retrouve à n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est noyer comme ça la question de l'antiracisme. On sait que ça ne marche pas. Il faut l'assumer, en fait. Il ne faut pas être sur la défensive. Il faut assumer que nous ne voulons pas, en fait, vivre dans une société où les individus seront hiérarchisés en fonction de leur couleur de peau. On ne veut pas vivre dans une société où les individus sont hiérarchisés en fonction de leur religion. On ne veut pas. Ça, on l'assume, en fait, et on bégaye pas, et on n'est pas sur la défensive. Mais une fierté aussi féministe, une fierté, voilà, émancipatrice, tu vois. Ça, on n'a pas testé encore ce truc-là. Tu vois, ça peut faire peur, on peut nous renvoyer comme ça, on peut nous prendre comme ça pour des hippies, ou tu vois, pour des hystériques, ou tu vois, voilà, et on irait comme ça droit dans le mur. Non, ce qui nous a fait comme ça aller droit dans le mur, c'est justement ce tâtonnement, ce bégaiement, cette lâcheté. On n'a pas encore essayé un horizon émancipateur, en fait, vraiment radical. Tu vois, où on dit à l'extrême droite, on vous emmerde vraiment, en fait, et on va vous affronter avec nos arguments. Nous, on en a à gauche, en fait. Vous en avez, et bravo l'extrême droite, hein. Franchement, force est de constater qu'ils ont bien réussi leur coup et ils gagnent. Donc voilà, ils ont un horizon, alors que nous, on pourrait considérer comme étant horrible et laid et destructeur, etc. Eux, ils sont contents. Ils ont leur petit horizon, là, l'Europe blanche et chrétienne, ils kiffent, quoi. Eux, ça leur plaît. C'est ça qu'ils veulent, comme monde, en fait. Un monde voilà, que nous, on pourrait considérer comme dégueulasse. Mais eux, qui considèrent, eux, comme étant
magnifique. Tu vois, leur petit horizon, eux, ils l'ont. Dans quelle mesure nous, on est capable d'opposer un horizon aussi émancipateur avec, bon, moi, ce que je répète toujours, c'est cette histoire, hein, de liberté de circulation. C'est pareil, on ne l'a pas testé. On a testé la gestion des flux migratoires. Donc, ce truc horrible de gauche où il faut régulariser en papier, qui travaillent dans les secteurs en tension, ce truc-là, on l'a testé et on voit bien que ça ne marche pas, ça ne nous porte pas, en fait, ça ne nous mobilise pas. Tu vois, pourquoi on n'essaierait pas un truc qui a un petit peu plus de gueule, les libertés fondamentales, de nouveaux droits, de nouvelles libertés fondamentales. Et ça, voilà, bon, j'ai pas non plus, je suis pas complètement confiante là-dessus pour la semaine prochaine. Bah, ça, je vais pas mentir. Mais commençons dès aujourd'hui pour plus tard, en fait. Tu vois, ce travail-là, si on l'avait fait déjà il y a plusieurs années, quand on disait, mais si, il faut assumer une ligne féministe, radicale, antiraciste radicale, etc. Si on l'a fait il y a déjà plusieurs années, si on l'avait fait il y a plusieurs années, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, commençons dès aujourd'hui. C'est la fierté de gauche, j'adore. Moi, Fatima, ce qui m'a donné de l'espoir et le sourire ces derniers jours, c'est de voir que à peine la dissolution annoncée, mon téléphone fourmillait parce qu'on est en lien en fait. Ça fait déjà des années qu'on lutte, que comme tu l'as dit, les liens se sont tissés entre les militants antiracistes, les militantes féministes, les militantes écologistes, altermondialistes, syndicalistes, qu'en fait on a déjà créé ce maillage assez serré et que on est plus facile à mobiliser, je pense, qu'il ne le pensait. Qu'est-ce qui, toi, en ce moment, pour finir sur une note positive, qu'est-ce qui, toi, te donne de l'espoir, les heures, les minutes où tu y crois, où tu te sens bien, ça repose sur quoi? Bah, alors moi déjà, moi j'ai la chance de militer. Moi, je conseille toutes les personnes qui nous écoutent voilà, de pas rester isolées, en fait. De pas rester isolées, y compris sur les réseaux sociaux, bon, qui sont quand même une forme de sociabilité, ça c'est évident. On est là aussi pour le démontrer. Mais vraiment, de militer, il y a comme, il y a cette idée que tu n'es pas impuissante, en fait, face à ce truc qui fait qu'avancer, où tu pourrais avoir l'impression qu'en fait, c'est inéluctable et tant pis, et c'est comme ça fait, on est dans un tunnel et ça fait longtemps qu'on dit que le fascisme à un moment donné va être au pouvoir dans ce pays, et ben voilà, et ben on y va. Et, vraiment, le fait de militer, c'est vraiment cette idée, parce que tu n'es pas toute seule, en fait, ça ne repose pas sur tes petites épaules frêles, ça repose sur une communauté, sur quelque chose qui te dépasse. Et ça, moi, j'ai la chance de militer. C'est vraiment une chance, en fait. Alors, ça coûte. Ça coûte en. Bah, tu sais mieux que moi à quel point ça peut coûter, hein, Laurent. Je sais que tu travailles beaucoup en ce moment sur ces questions-là. Ça coûte en termes de santé mentale, de stress, de fatigue. Je suis sûre qu'on perd de vie dans cette histoire. Donc, ça coûte lutter. C'est sûr que ça coûte quelque chose. Mais en même temps, ça permet de rester en vie, en fait, et d'y croire et de penser que oui, c'est pas inéluctable et que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Donc ça, déjà, le fait de militer et de militer, alors moi j'ai la chance de militer avec des camarades, notamment les camarades du Front de Mer, où tout de suite, quand il y a eu les résultats et quand il y a eu l'annonce de la dissolution, tu vois, tu disais, on s'envoie des messages, nous c'était la nuit au téléphone, alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis alors, on aime bien réfléchir à des stratégies, tu vois, c'est génial. C'est-à-dire qu'on vit quand même une période où j'emprunte là, ce que m'a dit un camarade journaliste, et à la fois une période désespérante et en même temps galvanisante. En fait, galvanisante. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment bon, qui te met dans un état presque de dépression politique. Et en même temps, il y a quelque chose comme ça où on s'appelle, où on réfléchit, où on est bon, une sorte de pirate comme ça. Voilà. Donc il y a ça, il y a déjà oui, le militantisme, le front de mer. Et puis je tiens à dire aussi que, pour donner un exemple précis, tu vois, quand dimanche soir, donc il y a eu les résultats, il y a eu. Et puis cet effet un peu pas de sidération pour ce qui me concerne, mais plus d'urgence et de. Et tu vois, je t'ai appelé, enfin, j'ai appelé Élise Thiebaud aussi, j'ai appelé comme ça un nombre de camarades, féministes notamment, pour organiser quelque chose assez vite. En fait, il y avait cette idée de que, ah non, non, on ne laissera pas passer cette histoire de barrage, là, les yeux fermés. On va organiser un truc pour dire, non, non, nous, on ne veut pas juste faire barrage, on veut faire de la politique. Et vous m'avez donc orienté vers une personne qui s'appelle, donc je donne juste son prénom, Julie, qui gère cette salle qui s'appelle Le Point Éphémère. Et dans la minute, c'était OK, en fait. Tu vois, donc il y a quand même, alors voilà, pour répondre par un point, moi je trouve quand même que les canaux, les réseaux féministes, en fait, sont particulièrement efficaces
particulièrement opérationnelle. C'est-à-dire que tu as besoin. Et ben en fait, il y a une. Et je la connais pas, moi, Julie, en fait. C'est voilà, moi, je la connais pas, en fait, et je lui demande. Et dans la minute, c'est OK. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça d'immédiat, en fait. Et moi, je pose une hypothèse, en fait. C'est dans quelle mesure l'antiracisme, y compris l'antiracisme, et le projet internationaliste, dans quelle mesure ils peuvent passer par le féminisme. Dans quelle mesure le féminisme peut être à l'avant-garde de l'antiracisme en réalité, puisque ça existe le féminisme en France, à la différence de l'antiracisme. Puisqu'il y a justement, il y a des salles, il y a des personnalités, il y a des figures, il y a des librairies, il y a des médias, il y a des... Voilà, tout ça, on peut le mobiliser, notamment, alors évidemment pour mener un combat féministe, mais aussi pour mener un combat antiraciste. Et ça, c'est tout notre travail, en fait. C'est toutes ces années, en fait, de liens, d'amitié, de pique-nique à la campagne. Bon, c'est tout ça, en fait, qui fait que le jour J, tu vois, dissolution, il faut trouver une salle, bim, bim, il y a les camarades féministes qui sont voilà, qui sont de l'aventure et de la partie, quoi. Donc ça, je trouve que c'est quand même, tu te dis, bon, on n'a pas bossé pour rien. Et le jour J, les prochains jours J, il y aura quand même ça qu'on pourra mobiliser. Et il y a là des maquis où on pourra aller se réfugier éventuellement. Et vraiment, il faut aller se mettre à l'abri. Voilà. Ah ouais. Ça c'est une petite lueur de. Ouais, ouais. C'est une Non, grosse lueur d'espoir. on est ensemble et on reste ensemble. Il n'y a aucun doute là-dessus, Fatima. Bon, merci infiniment de m'avoir donné un petit peu de temps ce soir. J'avais tellement envie qu'on t'entende. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tout le monde qui a suivi le live. Évidemment, si vous êtes arrivé au milieu, je vais le mettre en replay, donc vous pourrez le réécouter et le faire circuler. Fatima, je t'envoie plein de force et plein d'amour même. Moi aussi. À très À bientôt. bientôt. Salut. Bonne soirée tout le monde. Bye Bye. bye. Bisous.